École normale supérieure. Savoir en multimédia. Ça va être à Leili, à Anvar de parler, donc autour d'Ulysse et du voyage méditerranéen. Leili est maître de conférence à l'INALCO, dans le Sylville. Par ailleurs, a édité une série de textes de littérature persane, notamment son grand favori Rumi. Et ses intérêts connexes t'ont conduit à t'intéresser aux médias. C'est-à-dire que tu participes aussi à France Culture et au monde des religions, donc entre deux perspectives, une perspective plus publique et une perspective de recherche. Je te laisse la place. Alors d'abord, je sais pas, dois-je m'excuser du fait qu'on ait demandé à un enseignant de littérature persane de venir parler de littérature grecque? Je ne sais pas comment il faut le prendre, en tout cas, probablement comme une grande réconciliation au-delà de la Méditerranée. En tout cas, je voulais aussi, avant de commencer, d'abord vous remercier pour cette invitation et puis vous dire que l'idée de cette communication m'a été soufflée par Monique Antos-Pervers sans qu'elle le sache. Un jour où Carole Beffa donnait un concert d'improvisation, Monique lui a donné comme thème d'improvisation Ulysse racontant ses aventures chez les Phéaciens, absolument. Donc c'est la règle qui raconte les aventures d'Ulysse qui sont devenues le patrimoine, enfin une sorte de possession commune. Et Ulysse pleure parce que il se rend compte que son histoire, enracinée dans sa souffrance et dont il pensait qu'elle était ignorée de tous, est devenue un simple poétique. Ouais, en fait, l'idée c'était ça. C'était l'idée que quand on raconte cette histoire d'Ulysse, de toute façon, ça amène les larmes. Et j'ai beaucoup médité pendant que Carole Beffa jouait sur ces larmes. Je me suis dit, pourquoi Ulysse pleure? Pourquoi ceux qui écoutent Ulysse pleurent? Pourquoi, après tant de siècles passés, quand on lit les histoires d'Ulysse, on est à ce point ému? Et au fond, qu'est-ce que Ulysse a encore à nous dire? Et voilà, l'origine de cette proposition était là. Et je voudrais commencer, en fait, par... Il marche, ce micro? A priori, oui. A priori. Voilà, je voudrais commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec Ulysse, en apparence, mais qui a tout à voir avec lui, pourtant. C'est un poème de Baudelaire, que vous connaissez tous, L'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte, indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords. Tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Alors, Baudelaire nous dit que, au fond, la mer et l'homme, c'est une même affaire, que l'homme se contemple dans la mer. Et ce que je voudrais, en réalité, développer aujourd'hui, c'est que le voyage d'Ulysse en tous les points de la Méditerranée, c'est un voyage intérieur, c'est un voyage en lui-même. Et vous voyez comment, effectivement, déjà, on voit chez Baudelaire que c'est à la fois une affaire de contemplation qui se joue entre l'homme et la mer, mais aussi une lutte, et une lutte sans merci, de carnage et de mort. En guise de justification aussi de me permettre d'entrer dans le terrain des hellénistes sans y être forcément autorisé, je voudrais aussi vous raconter une histoire persane de mon cher Rumi, qui semble ne rien avoir avec mon propos et qui pourtant a beaucoup à voir. Je vous dirai après pourquoi. C'est une histoire que Rumi, donc poète persan du XIIIe siècle, grand poète mystique, raconte et qui lui a été inspiré par la tradition indienne, comme quoi les contes voyagent plus que toute autre chose.
il nous raconte qu'un jour, des hindous avaient apporté un éléphant et l'avaient mis dans une cave pour que chacun puisse venir le regarder. Mais la cave était sombre, donc au lieu de le regarder, toutes les personnes qui sont venues voir l'éléphant n'ont pu que le tâter. Alors il y en a un qui touche la trompe de l'éléphant et qui dit, eh bien, cette créature ressemble à une gouttière. Un autre touche son oreille et dit, mais non, cette créature, c'est un éventail. Un autre tâte sa jambe, dit, mais non, c'est un pilier. Un autre pose la main sur son dos et dit, pas du tout, l'éléphant est un trône. Alors donc, chacun percevait de l'animal, évidemment, la partie qu'il avait touchée. Et Rumi nous dit, évidemment, s'ils avaient une lampe, la controverse aurait vite pris fin, puisqu'ils auraient vu la forme complète de l'éléphant. Et il ajoute, l'œil de l'océan est autre chose que la paume. Laisse l'écume et regarde avec ces yeux-là. Jour et nuit, l'écume tourbillonne sur la mer, et toi, tu vois l'écume étrange, mais tu ne vois jamais la mer. Tels des bateaux, nous nous heurtons les uns aux autres, nos yeux sont aveugles, bien que nous voguions dans l'eau claire. Ô toi, âme endormie dans le bateau du corps, tu as vu l'eau, regarde maintenant l'eau de l'eau, car il y a une eau qui anime l'eau. C'est une âme qui est l'âme de l'eau. Donc, peut-être que dans les très grandes œuvres de littérature, on peut aussi voir le reflet de cette histoire, à savoir que finalement, chacun y voit ce qu'il veut bien y voir, ou du moins arrive à une œuvre littéraire, surtout ces œuvres immenses, avec sa propre histoire et avec ses propres acquis. Bon, peut-être que Jacqueline Romy me justifie aussi dans une très belle conférence qu'elle a donnée sur Ulysse, et dans laquelle elle montre que l'Odyssée est une œuvre tellement transparente qu'on peut absolument y voir tout ce que l'on veut, puisque c'est un miroir dans lequel chacun voit sa propre âme. C'est pourquoi j'applique à la lecture de l'Odyssée ce qu'on appelle très pompeusement la grille de lecture de l'herméneutique soufie. Tout simplement, c'est une lecture spirituelle de l'Odyssée. Et parce que l'herméneutique soufie s'attache à voir dans tout, y compris dans la littérature, mais aussi dans le monde entier, à voir que tout est signe qui permet à l'homme de se connaître mieux et de cheminer spirituellement vers la vérité. Et dans cette herméneutique soufie, la narration joue un rôle tout à fait primordial. Et on pense que la littérature n'est faite que pour ça, pour que chacun puisse en faire un compagnon de route, je dirais même un viatique, pour avancer spirituellement. La littérature n'est pour les soufis ni un divertissement, ni un ornement. Elle est véritablement une entreprise vitale pour l'âme. Alors, tout à l'heure, vous avez fait allusion au fait que les Arabes avaient traduit massivement les œuvres grecques. Je voulais simplement préciser que, effectivement, ils ont massivement traduit, mais les œuvres philosophiques. Et c'est un fait très intéressant qu'ils ne se soient pas intéressés à la littérature, à laquelle pourtant ils avaient accès sur le plan textuel. Mais ils ne l'ont pas traduite parce que, justement, ils ont voulu entrer en narration autrement. Et peut-être parce que les Arabes n'étaient pas de grands narrateurs. C'est un peuple qui a plus aimé la poésie lyrique que la poésie narrative. Il faut attendre les Persans, en réalité, pour que la littérature de l'ère musulmane construisent aussi donc ces épopées et ces œuvres narratives, sachant que toutes les épopées de la littérature persane peuvent être lues précisément avec ce prisme du viatique spirituel. Alors le premier point qui m'a amené au fond à penser l'Odyssée comme une œuvre, oserais-je dire comme une œuvre mystique, enfin en tout cas comme une œuvre de haute spiritualité, c'est la structure de l'œuvre. Aristote, quand il étudie les lois du genre dans la poétique, note que l'Odyssée est différente de l'Iliade parce que l'Iliade est simple, tandis que l'Odyssée est tressée de plusieurs fils complexes. Bien qu'à la différence de la tragédie qui se déroule, comme vous le savez, en 24 heures, l'épopée ne soit pas limitée par le temps, c'est toujours Aristote qui parle, Homère lui donne une action entière, complexe, et en fait, à nouveau je cite Aristote, un être vivant. Il a organisé l'Odyssée autour d'une action, et les parties de ce poème sont agencées de telle sorte que si on retranche ou transpose une seule, l'ensemble s'écroule. Donc il avait un sens très aigu de l'unité de l'Odyssée qui pourtant
a été controversé par les spécialistes. Alors, certaines personnes pensent qu'il y a eu des interpolations, que le texte n'a pas une unité complète. En particulier, beaucoup de spécialistes tendent à rejeter le dernier chant, en considérant que le dernier chant ne fait pas partie de l'œuvre. Certains enlèvent même toutes les aventures de Télémaque. Toute la télémachie est retirée n'est pas retirée, mais est considérée comme une interpolation dans l'Odyssée. Alors personnellement, je suis assez d'accord pour enlever le dernier chapitre qui semble vraiment arriver là comme un cheveu sur la soupe, mais certainement pas pour enlever les premiers chants qui sont les chants concernant Télémaque, et je vais y revenir tout à l'heure et expliquer pourquoi je pense que ça fait évidemment partie intégrante du récit. Déjà, une des raisons pour lesquelles ça fait partie, à mon sens, intégrante du récit, c'est que l'action de l'Odyssée à proprement parler, je dis à proprement parler, parce que je ne parle pas des récits dans le récit, se déroule en 40 jours, comme par hasard. 40 jours. Et ce n'est pas la première fois, évidemment, qu'une épopée à caractère spirituel, je vous en citerai par comparaison certains en littérature persane, se déroule sur 40 jours, puisque 40 jours, c'est évidemment le temps... c'est un temps symbolique dans la littérature spirituelle. Un certain nombre de ces 40 jours se passent sur la mer, ou sur le radeau, sur le bateau, mais en fait, beaucoup de ces jours se passent aussi sur terre, pendant qu'Ulysse raconte ses histoires, ou pendant que Télémaque est à Sparte, chez Ménélas, et qu'il écoute les autres parler de son père. Donc beaucoup de ces 40 jours, en réalité, sont des initiations par le récit. Et toutes les aventures d'Ulysse, depuis la guerre de Troie jusqu'au moment où il arrive chez les Phéaciens, sont racontées donc à l'intérieur de ces 40 jours. Et c'est vrai qu'en général, quand on pense à l'Odyssée, on pense aux aventures d'Ulysse, mais en réalité, les aventures d'Ulysse ne sont pas narrées par Homère dans le récit cadre. Le récit cadre, c'est juste ces 40 jours avant le retour à Ithaque. Donc, c'est vraiment ce marqueur temporel semble indiquer que l'épopée est véritablement un roman d'initiation. Et l'autre marqueur est un marqueur spatial, bien sûr, puisque la géographie de l'Odyssée, bien qu'ayant été dessinée par quelqu'un qui probablement connaissait très très bien sa Méditerranée et qui connaissait très très bien, qui était un marin, là aussi il y a beaucoup d'études qui ont tendance à montrer que Homère, ou en tout cas celui qui est devenu Homère dans la tradition, connaissait parfaitement les détails de la géographie méditerranéenne. Et pourtant, la géographie de l'Odyssée est totalement fantaisiste. Même si on peut recomposer les îles dans lesquelles Ulysse est passé, néanmoins, les noms qu'on leur donne sont fantaisistes, et évidemment, les créatures qui les rencontrent ne sont pas des créatures qu'a priori on pourrait rencontrer aujourd'hui si on se promenait, on faisait une croisière en Méditerranée. C'est peut-être dommage d'ailleurs, mais enfin, quelquefois, c'est plus rassurant. En tout cas, c'est aussi donc c'est marqueur temporel, marqueur spatial. Ces deux marqueurs semblent quand même indiquer que l'auteur a voulu nous mettre dans un autre monde, c'est-à-dire nous dire je vais vous raconter une histoire qui est une histoire tout à fait vraie, mais qui n'est peut-être pas réelle, avec la différence bien sûr entre la vérité et la réalité. Sinon, évidemment, le temps général dans lequel s'inscrit l'Odyssée, finalement, ça remonte à 20 ans, puisque la guerre de Troie a duré 10 ans, et que le retour d'Ulysse a duré 8 ans, dont 7 années chez Calypso, qui se trouve être une immortelle, bien sûr. Là aussi, on est quand même frappé de voir que c'est le chiffre 7 qui apparaît ici, et que pendant ces 7 années, eh bien, Ulysse va être dans une immobilité absolue, alors que l'Odyssée, quand on pense à l'Odyssée, on pense à un roman d'aventure, à quelque chose qui va d'action en action. Ce n'est pas faux, mais quand on regarde proportionnellement, ça correspond à une très petite partie de l'ouvrage, ces actions et ces péripéties incroyables que traverse Ulysse. Le temps réel passé par Ulysse dans son voyage de retour, finalement, s'est passé essentiellement à attendre chez Calypso que quelque chose se passe. Bon, Calypso est amoureuse de lui, donc ça ne rend pas l'attente trop désagréable, mais néanmoins, il y a 7 ans d'attente. C'est pas moi qui le dis, Homère nous dit très clairement que Ulysse se console quand même un petit peu de ses chagrins dans les bras de Calypso. J'y reviendrai tout à l'heure, mais évidemment que se consoler dans les bras d'une femme, surtout si cette femme est une immortelle, a un véritable parfum d'initiation. Et on verra que dans l'Odyssée, comme dans beaucoup d'autres épopées, dans d'autres langues, en particulier en persan, la femme va jouer un rôle fondamental
dans l'initiation spirituelle. Donc, parti vers 25 ans, tout jeune homme, Ulysse revient à Ithaque 20 ans après, en homme mûr, en homme qui a expérimenté la vie. Et d'ailleurs, cet Ulysse qui est parti à 25 ans ressemblait à s'y méprendre au Télémaque qui ouvre l'Odyssée. Sur les aventures de qui, enfin les aventures si on peut dire, sur la quête de qui ouvre l'Odyssée, mais j'y reviendrai et on verra que peut-être la quête d'Ulysse est au moins autant la quête de Télémaque. Donc Ulysse, pendant tout ce temps de la séparation, en fait, et pendant tout ce temps du voyage, aller guerre de Troie et retour, est exposé au fond au grand drame de la séparation. À tel point, et il est tellement transformé que quand il revient chez lui, ou même quand il débarque quelquefois chez d'autres, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas comme l'Ulysse qui a fait la guerre de Troie. Et il reste donc ignoré de ce qui l'entoure, tellement il a changé. Cet Ulysse-là, donc, on peut dire qu'il a presque jamais connu son fils, son fils était bébé quand il est parti. Il a voyagé d'un bout à l'autre du monde méditerranéen et il a voyagé, y compris jusque dans le royaume des morts. Donc il a vraiment tout traversé dans son voyage. Mais donc, dans ce récit cadre de l'Odyssée, les grandes aventures, le temps des grandes aventures fait déjà partie du passé. Et comme on le disait tout à l'heure, parce que ça fait partie du passé, ça fait partie, au fond, des histoires que l'on raconte et que l'on rapporte. Ce n'est pas le temps de l'action, mais c'est le temps, par excellence, de la littérature, puisque c'est le temps du récit. Et le récit joue un rôle tout à fait fondamental dans l'Odyssée, parce que tout le monde raconte des choses. Il n'y a pas que Homère qui nous raconte ses 40 jours, il y a aussi donc Ulysse qui raconte ses propres aventures, Laède qui raconte les aventures d'Ulysse devant Ulysse et qui fait pleurer Ulysse, Laède qui raconte les aventures d'Ulysse à la cour de Ménélas devant Télémaque et qui fait pleurer Télémaque. Ensuite, c'est Ulysse qui raconte ses propres aventures à Eumée, en se cachant. Il les raconte ensuite à Pénélope. Pénélope raconte ses propres chagrins et ses propres aventures à Ulysse. Donc chacun y va de sa littérature et de son récit. Et toujours, le but du récit, c'est de toucher l'autre, de faire en fait une forme de catharsis qui le fait pleurer. Et évidemment, quand c'est particulièrement frappant, quand c'est Ulysse qui écoute ses propres aventures racontées par quelqu'un d'autre et qu'il pleure à chaudes larmes. Et c'est le signe qui fait comprendre aux autres que peut-être, finalement, il était partie prenante dans cette guerre, dans la guerre de Troie, quand on la raconte devant lui. Mais surtout, ça veut dire que dans le récit, comme dans la mer, il voit sa propre image. C'est-à-dire, il voit sa propre image reflétée, il voit d'un coup la forme de ses propres souffrances, et c'est évidemment ça qui le fait pleurer. Et je dirais que c'est en miniature ce qui doit normalement se passer chez celui qui lit l'Odyssée. C'est-à-dire qu'il faut aussi y voir sa propre image et l'exposer de sa propre situation d'homme. En tout cas, cette fonction cathartique du récit, elle est très clairement illustrée dans l'œuvre d'Homère, et elle est évidemment très largement théorisée d'abord par Platon, puis par Aristote, mais je ne m'attarderai pas là-dessus maintenant. Toujours pour revenir à la structure, je dirais que, vous voyez, Aristote disait que c'est pas une tragédie, mais quand même, il y a une unité de l'action qui est très forte. Et moi, je dirais, oui, ce n'est pas une tragédie, mais il y a quand même une loi de concentration qui est très très forte dans la structure de l'Odyssée, puisqu'il y a un resserrement des lieux par étapes successives. Alors évidemment, il n'y a pas l'unité de lieu, mais d'une certaine façon, il y a une unité de lieu. Et ce lieu, c'est précisément la Méditerranée. Il n'y a pas à proprement parler d'unité de temps, et pourtant il y a une unité de temps qui est le temps du mûrissement d'Ulysse. Donc c'est peut-être pas des unités extérieures, mais il y a quand même une très forte unité interne au récit. Mais aussi donc un resserrement des lieux par étapes successives, puisqu'on part de la Méditerranée, en fait du côté de Troie et d'Ogygie jusqu'à Ithaque, et puis de Ithaque dans la campagne, et de la campagne à la ville, et de la ville au manoir d'Ulysse, et du manoir dans la grande salle, et de la grande salle dans la chambre d'Ulysse, et
et de Pénélope et de la chambre jusqu'au lit conjugal. Donc il y a véritablement un resserrement qui se fait de quelque chose de très vaste qui va finir sur un point focal qui est le lit conjugal, duquel on parle depuis l'ouverture même de l'Odyssée, puisqu'il est question du lit d'Ulysse et du lit de Pénélope dès le début. Les prétendants prétendent à quoi? Ils prétendent, nous dit la périphrase, au lit de Pénélope. Donc, il y a vraiment un resserrement qui se fait de cette espèce d'univers extrêmement vaste vers le point focal de l'union amoureuse, qui est le lit. Et puis, évidemment, comme je l'ai dit, il y a aussi un resserrement temporel, puisque il y a toute cette grande aventure d'Ulysse qui dure 20 ans, mais qui se resserre sur les 40 jours, et le moment final, donc ça se termine dans le massacre des prétendants, qui se fait après la préparation de l'événement par Télémaque et Ulysse. Et celle qui tient les fils de toute cette affaire, que ce soit sur un plan temporel ou sur un plan spatial, c'est la déesse Athéna. C'est elle qui rassemble tous les fils avec une grande adresse et une grande finesse, je dirais, même si on peut s'étonner de son action, parce que, après tout, Athéna, c'est une déesse, elle est quand même pas moins puissante que beaucoup d'autres dieux, et elle n'agit pas directement. Elle ne fait pas comme fait par exemple Poséidon, l'ébranleur de la terre qui démolit à chaque fois les bateaux d'Ulysse, qui envoie des vents épouvantables et qui fait tout pour que Ulysse, qui fait tout directement, il agit directement pour empêcher Ulysse d'arriver chez lui. Athéna n'agit pas directement pour contrer Poséidon. Athéna, elle agit de manière oblique. Et elle agit comme, je dirais, comme un maître spirituel. Dans le sens où elle ne fait pas les choses, elle ne tisse pas le destin directement, mais elle conseille. Elle apparaît sous des formes variées. Elle pourrait, en tant que déesse, envoyer des bons vents et que ça se termine et voilà, et l'affaire serait réglée. Pas du tout. Elle envoie des émissaires, elle apparaît sous forme d'émissaires, et elle donne des conseils. Et les conseils qu'elle donne sont toujours liés à des qualités éthiques. Elle dit à Télémaque qu'il lui faut de la patience, après qu'il lui faut du courage, qu'il lui faut quitter les plaisirs, par exemple, du palais de Ménélas, parce qu'il est temps qu'il rentre chez lui. Elle explique à Ulysse qu'il ne faut pas qu'il agisse dans la précipitation, dans la colère. Elle lui recommande la vengeance, mais une vengeance calculée, méditée. Donc il y a toujours un lien avec les qualités ou les vertus que les Grecs considéraient comme des vertus nécessaires d'acquérir pour être considérée comme un homme complet. Donc elle n'agit pas directement, mais elle est le conseil, le guide, l'initiatrice, et je dirais en quelque sorte donc une forme de maître spirituel, si on veut à nouveau revenir à ce vocabulaire de l'herméneutique soufie. Autre point qui est à mon avis très très intéressant dans la structure du récit, c'est que finalement l'Odyssée est autant, comme je l'ai déjà dit, la quête d'Ulysse que celle de Télémaque, puisque en fait les 40 jours de l'Odyssée racontent en parallèle et en croisée l'histoire de Télémaque et d'Ulysse. Or, et d'ailleurs à la fin ils se retrouvent, ils se reconnaissent, ils s'unissent et ensemble ils arrivent à éliminer les prétendants. Alors que tout le texte nous dit, et c'est très intéressant cette insistance d'Homère, au début, on nous dit que Télémaque ressemble énormément à Ulysse, moins le courage et la capacité d'agir. Et Télémaque dit de lui-même, « Ah, si mon père était là, il massacrerait les prétendants, etc. Moi, je ne peux rien faire. » On se demande pourquoi il ne peut rien faire, parce que c'est quand même un jeune homme accompli à tout point de vue. Eh bien non, il est jeune, il ne peut pas agir, il est absolument bloqué par sa jeunesse et par son inexpérience. Donc il n'est pas encore entré dans le temps de l'action. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'action de Télémaque est très étrange quand on y pense. C'est Athéna qui lui dit « Il faut que tu ailles jusqu'en Crète, ou jusqu'à Sparte, pour avoir des nouvelles de ton père. Et une fois que tu auras des nouvelles de ton père, à ce moment-là, tu pourras revenir et éliminer les prétendants. » Pourquoi ? Franchement, psychologiquement, qu'est-ce que ça a de vraisemblable de se dire que c'est parce qu'il est parti à Sparte pour demander si quelqu'un a des nouvelles d'Ulysse, qu'est-ce que ça va changer dans sa personnalité ? Et on va voir qu'en fait, ce que ça va changer dans sa personnalité, c'est que finalement, Télémaque n'est jamais qu'un Ulysse jeune. C'est la part inexpérimentée d'Ulysse. C'est l'autre aspect d'Ulysse. C'est Ulysse quand il n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Et c'est pas pour rien que l'action que lui demande Athéna, c'est de partir, mais de partir en quête de son père.
en quête de ce père qui était un roi juste, on nous le précise, donc qui avait toutes les vertus morales et nécessaires, et au modèle duquel il doit se conformer. Il doit devenir comme son père pour réaliser son destin. Mais il ne peut pas le faire tant qu'il est à Ithaque, dans les jupes de sa mère, en gros. Remarquez, on pourrait appliquer une grille psychanalytique aussi pour la lecture de l'Odyssée. Enfin bref. Donc il part et il revient, et à proprement parler, il ne fait rien sauf écouter des gens parler de son père. Donc il est le double impuissant et inactif d'Ulysse, ou peut-être est-il un Ulysse qui n'a pas encore expérimenté la vie et qui n'a pas encore eu le courage d'affronter les épreuves. D'ailleurs, quand il arrive à Sparte, c'est très intéressant parce que Ménélas et Hélène ne savent pas qui il est, il ne leur dit pas qui il est, ça c'est aussi une constante, hein. Ils ne disent, très souvent Ulysse ou Télémaque ne disent pas qui ils sont, et les autres doivent le deviner, mais quand même Ménélas et Hélène le devinent à deux signes. L'un, c'est qu'Hélène dit, mais qu'est-ce qui lui ressemble? C'est quand même extraordinaire, qu'est-ce qui ressemble à cet Ulysse que nous avons connu? Donc elle remarque quand même la ressemblance physique. Et d'autre part, c'est quand Laède parle des aventures d'Ulysse et que Télémaque à nouveau se met à pleurer plus et plus intensément que les autres, exactement comme Ulysse pleure en entendant ses propres aventures, il y a un parallèle très fort entre les deux, eh bien ces pleurs-là le dévoilent à Ménélas. Et Ménélas comprend qu'en fait, il est le fils d'Ulysse, parce qu'il pleure en écoutant le récit des épreuves de son père. Et puis alors, leurs mouvements sont inverses, parce que pendant que Ulysse est en train de revenir, pendant ces 40 jours, de trouver les moyens de revenir vers Ithaque, Télémaque quitte Ithaque. Et ensuite, ils vont revenir et se rejoindre, justement, au 39e jour, l'avant-dernier jour, juste avant le massacre des prétendants, ils vont se rejoindre dans Ithaque, après avoir fait donc chacun son voyage d'aller et retour. Et je voudrais ici remarquer que certains spécialistes de l'Odyssée nous font remarquer que, en fait, dans la source originale des histoires de Télémaque, qui étaient des récits qui existaient déjà avant la composition de l'Odyssée, eh bien, Télémaque partait à Pylos, enfin là aussi d'ailleurs il part à Pylos, mais Pylos était bien clairement présenté comme une bouche de l'enfer, et Nestor, qui est le premier personnage que Télémaque rencontre, comme un fils de Nélée, dieu infernal, et ce qui souligne peut-être que le voyage de Télémaque vers Nestor et vers Pylos ressemble étrangement à nouveau au voyage d'Ulysse au voyage d'Ulysse dans le royaume des morts. Et puis, de la même façon, donc ces mêmes spécialistes vont remarquer que, par exemple, Eumée et Laërte, donc Eumée le porcher et Laërte le grand-père de Télémaque, en apprenant le départ de Télémaque, prennent le deuil. Et que donc, dans les télémachies, il y avait quand même cette idée que, d'une certaine façon, le voyage de Télémaque est un voyage dans la mort. Donc Télémaque meurt à lui-même, d'une certaine façon, en quittant Ithaque. Et on le voit très clairement. Donc dans l'Odyssée, Laërte ne mange plus rien, il cesse de s'occuper de ses champs, il cesse toute activité, donc comme une personne qui est endeuillée, lorsqu'il apprend que Télémaque est parti. Donc il y a vraiment cette idée que Télémaque, en partant, meurt à lui-même. Et en effet, il doit mourir à lui-même, c'est ce que nous lui dit clairement Athéna. Il faut mourir à soi-même pour pouvoir ensuite se retrouver, pour pouvoir retrouver ton père. Donc toute cette structure, en fait, semble quand même indiquer que l'ensemble de l'Odyssée est une véritable allégorie du cheminement. Et que l'Odyssée nous parle de la condition de l'homme, mais ça, c'est pas une nouveauté, c'est vraiment très banal. Tout le monde l'a toujours dit, que l'Odyssée racontait l'histoire de l'homme, ou en tout cas racontait l'histoire de la condition de l'homme. Mais moi je dirais ici, j'ajouterais, c'est pas juste la condition de l'homme en tant qu'être dans ce monde et en tant qu'être psychologique, mais aussi le voyage de l'homme en tant qu'être spirituel. J'entends par là que, il me semble, et c'est là que justement cette fameuse herméneutique soufie m'est très utile, il me semble que ce que raconte l'Odyssée, c'est pas seulement juste le cheminement de l'homme dans ce monde, mais bien l'exil de l'âme sur la terre. Et que par un curieux renversement opéré par Homère, la mer devient la métaphore de la terre, c'est-à-dire de la terre en tant qu'opposée au ciel.
la terre de l'exil. La terre, et d'ailleurs les terres où Homère s'arrête, sont bien vus comme des haltes ou des lieux d'épreuve. Donc dans cette mer de la vie, il y a des haltes, et ces haltes permettent à l'âme de progresser, soit en se posant, parce qu'il y a des haltes qui sont reposantes et méditatives, contemplatives ou en tout cas narratives, et puis des haltes qui sont au contraire extrêmement actives et qui sont de véritables épreuves, comme par exemple quand il arrive chez les cyclopes par exemple. La mer est donc le lieu aussi de la séparation. Cette Méditerranée qui relie les terres entre elles est aussi ce qui sépare Ulysse de sa patrie. Et ça aussi, c'est un thème fondamental de la venue de l'âme sur Terre. C'est-à-dire quand l'âme vient sur Terre, elle est profondément séparée de son origine et elle doit, au fond, traverser cette épreuve de la séparation pour se retrouver elle-même et surtout pour finir par retrouver sa patrie. Et Ulysse nous parlera tellement souvent de ce rêve, de ce désir de la patrie, revenir à la patrie. Revenir à Pénélope, c'est revenir chez lui, c'est revenir dans sa maison, c'est revenir au lieu auquel véritablement il appartient. À tel point que même quand Calypso lui propose de rester avec elle, en lui disant « si tu restes avec moi, tu deviendras immortel », il lui dit « non, je veux retourner à Pénélope, elle est peut-être mortelle, mais c'est ma femme. Ithaque est peut-être un petit caillou sec sur lequel il n'y a que des chèvres, mais c'est ma patrie. » Donc, ce qui compte, au fond, c'est à quelle terre on appartient. Et curieusement donc, la terre devient l'allégorie, ou la métaphore plutôt, du ciel auquel appartient l'âme. Et je voudrais aussi m'attarder sur un détail qui peut-être va dans ce sens, c'est que plusieurs fois, Ulysse est présenté comme couvert de sel. Et quand il est couvert de sel, il n'est pas beau. Et il est privé de son humanité, presque monstrueux, monstrueux dans le sens appartenant à deux mondes à la fois. Et pourquoi ? Parce que le sel, évidemment, c'est la présence de la mer en lui quand il est sur la terre. Donc ce sel desséché qui le blanchit, qui le fait apparaître pluvieux, monstrueux, n'appartenant pas au monde des hommes, c'est bien justement ce que la mer ou l'exil fait subir à ceux qu'elle engloutit ou qu'elle ballotte de ci, de là sur leurs pauvres petits radeaux. On retrouve d'ailleurs cette idée de l'exil, de la séparation, de l'arrachement de l'âme dans l'œuvre de Platon, qui, pour ne pas aimer les poètes, admirait néanmoins beaucoup Homère, le divin Homère. Donc, on le voit très bien chez Platon que pour l'âme, le monde est étrange, en tout cas que l'homme est étranger, l'âme est étrangère au monde, et que ce monde donc est un lieu d'exil. Et l'âme aspire au fond à retourner de là d'où elle vient, à sa patrie, et au fond, cette traversée du monde ne peut pas se faire sans déception, sans chagrin, sans épreuve, sans souffrance, qui sont le lot commun, mais qui sont en même temps ce qui permet à l'âme de s'arracher de sa condition aveugle, de sa condition purement matérielle, pour enfin retourner dans sa patrie, mais avec un regard de connaissance. Et c'est peut-être ça, au fond, la quête d'Ulysse. C'est que Ulysse va voyager et à travers sa souffrance, il va devenir non seulement meilleur, mais plus apte à comprendre, à distinguer le vrai du faux et à comprendre quelle est la nature de sa véritable patrie, donc quelle est sa véritable nature à lui. Et Platon nous montre très bien que la condition de l'âme est une condition duelle et contradictoire, puisqu'elle est à la fois même et autre, et c'est ce qui fait que et Ulysse c'est ça, et Ulysse est exactement à la fois même et autre, et c'est cela qui fait que l'âme est ce qui fait de nous des êtres de désir. Or Ulysse, dans son voyage, dans sa quête, dans tout ce qu'il fait, est éminemment un être de désir. C'est-à-dire, il est très 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 humain pour ça. C'est-à-dire qu'il ne baisse jamais les bras, il est un être de désir et d'espérance. C'est-à-dire même dans les pires épreuves, même quand il a tout perdu, ses bateaux, ses compagnons, que tout le monde est mort, qu'il est prisonnier sur une île dont jamais il ne pourra sortir, eh bien, quelque chose en lui dit, un jour, je retournerai, je trouverai les moyens de retourner dans ma patrie. Donc, c'est véritablement, en ce sens aussi, Ulysse devient lui-même la métaphore de l'âme, comme être de désir. Et en même temps, comme
comme être de souffrance, parce que de toute façon, quand on n'est pas chez soi et qu'on est séparé, on est fatalement dans la souffrance. Donc la souffrance est présentée très clairement comme une propédeutique, et là aussi c'est un thème majeur de toute la littérature mystique, quelle que soit son origine. C'est-à-dire vraiment la souffrance est le passage obligé pour que l'âme mûrisse. Il y a d'un côté la souffrance, les épreuves subies, et de l'autre, bien sûr, la purification, à travers les différentes épreuves qui sont données, la purification qui est, et j'y reviens, d'ordre éthique. On voit très bien que Ulysse, finalement, eh bien, il a encore des progrès éthiques à faire avant d'arriver chez lui, puisqu'il a plusieurs défauts. Il est curieux. La ruse n'est pas forcément toujours considérée comme une qualité, d'ailleurs, chez Ulysse. Parfois c'est une qualité, parfois c'est un défaut, parce que la ruse impose le mensonge, donc il est un tout petit peu menteur sur les bords. Il a la curiosité, qui là aussi peut être une qualité, et d'ailleurs est présentée parfois comme une qualité, mais aussi comme un défaut. Donc cette curiosité qui fait qu'il veut absolument aller voir ce qui se passe dans la grotte, par exemple, du Cyclope, évidemment, lui coûte très très cher. Il a beaucoup d'orgueil, c'est ce qui fait qu'il ne peut pas s'empêcher de donner son nom au Cyclope, et du coup, il va retarder d'autant son retour à sa patrie. Et puis, il est violent. D'ailleurs, il le dit lui-même. Ça, c'est très intéressant. Quand il rentre chez lui, il dit à l'un des prétendants la chose suivante. Je vais te dire une chose. Écoute et garde-la en ton esprit. La terre ne nourrit rien de plus faible que l'homme entre tous les êtres qui respirent et rampent sur le sol. Car il croit qu'il ne souffrira aucun mal dans l'avenir tant que les dieux veillent à son bonheur et que ses genoux sont souples. Du jour où les bienheureux lui envoient des revers, il se résigne mais les supporte malgré lui. L'esprit des hommes sur la terre se conforme aux jours d'hiver que leur assigne le Père des hommes et des dieux. Moi aussi, j'ai dû vivre heureux parmi les hommes, mais j'ai commis bien des injustices, emporté par la violence d'un tempérament vigoureux et confiant dans l'appui de mon père et de mes frères. Aussi, puisse toujours l'homme s'interdire toute iniquité et jouir en silence des biens que les dieux lui octroient. Il dit ça en suivant, bien sûr, je vois les prétendants se livrer à des excès, donc eux aussi vont être punis de tout le mal qu'ils ont fait. Et là, justement, je voudrais aller un peu plus loin, au risque de paraître aller trop loin, en disant que finalement, si on lit avec attention l'Odyssée, on peut tout à fait voir dans tous les êtres, finalement, qui peuplent cette œuvre, des aspects, en fait, d'Ulysse. C'est-à-dire que tous représentent ou reflètent quelque chose de la vérité intérieure d'Ulysse. J'ai dit ça de Télémaque, par exemple. Je crois qu'on peut dire ça de ses compagnons, parce que sinon ça paraîtrait très étrange que parce que Ulysse a été curieux, ce soit ses compagnons qui se fassent dévorer. Bon, vous me direz, tout ça c'est du récit, donc c'est pas grave. Mais néanmoins, je pense que le fait que les compagnons soient punis, dévorés, parce qu'Ulysse a commis un péché, une erreur ou une faute, eh bien, tendrait à nous montrer que les compagnons ne sont jamais que des aspects d'Ulysse lui-même. Donc il doit aussi, quelque chose en lui doit mourir pour progresser, même sur le plan éthique. Et surtout, je dirais cela, des prétendants. C'est quand même très très impressionnant, je vous l'ai dit, ce resserrement spatial qui se fait jusque dans le lit d'Ulysse, et c'est très impressionnant de voir que sans cesse on dit les prétendants sont dans la demeure d'Ulysse, ils mangent les biens d'Ulysse, ils vont ruiner Ulysse, ou Télémaque, encore une fois il y a une confusion entre le père et le fils, et puis ils vont finir par souiller son lit. Donc ils vont souiller ce qu'il y a de plus sacré, évidemment, pour Ulysse. Et je crois véritablement qu'on peut tout à fait lire dans les prétendants une figure des dévoreurs ou des prédateurs de l'âme. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ils ont comme je dirais, crime, ou en tout cas comme défaut majeur, ils sont absolument savoir en à fond et sans aucune retenue dans la concupiscence. Qui était extrêmement mal considéré, enfin c'était vraiment quelque chose sur le plan éthique qui était très mal vu, d'être sans retenue sur le plan de la concupiscence. Et on le voit comment ? On le voit dans le fait qu'évidemment ils veulent coucher avec Pénélope, et ils le disent clairement, tu es belle, à chaque fois qu'elle apparaît, ils disent il y en a un qui va finir par t'avoir. Donc il y a vraiment ce côté de prédateur très fort. Il y a le fait qu'ils mangent tout le temps, ils sont tout le temps en train de manger et de boire, plus que de mesure, et en plus quelque chose qui n'est pas à eux. Et enfin, dans le fait qu'ils sont
que leur faculté irascible n'est pas du tout contrôlée. Encore une fois, c'est très intéressant dans la pensée éthique grecque de voir que finalement il n'y a pas vraiment de qualité ou de défaut absolu. Ça dépend comment on utilise les qualités humaines. Par exemple, la colère n'est pas forcément mauvaise. Parfois, la colère est très bonne, parce qu'elle est bonne conseillère et qu'elle permet de gagner la guerre, par exemple. Mais dans le cas des prétendants, cette colère qu'ils ont vis-à-vis de Télémaque, vis-à-vis de tout ce qui les empêche d'arriver à leurs désirs les plus vils, évidemment, c'est une colère extrêmement négative. Donc, ils représentent en fait toutes les instances prédatrices de l'âme, tout ce qui empêche l'âme d'avancer dans son cheminement, et donc toutes les instances nuisibles de l'âme. Et ils sont le degré le plus vil de l'humanité, comme ils le montrent par leur mépris, par exemple, envers Ulysse déguisé en mendiant, et donc en n'appliquant pas les lois de l'hospitalité. Et ça, c'est peut-être un des crimes les plus graves, il me semble, de l'Odyssée. Enfin, il y a certainement des spécialistes dans la salle qui me diront ce qu'ils en pensent, mais il me semble que justement, la plus haute vertu est l'hospitalité, et le plus grave crime est de manquer à ce devoir d'hospitalité. Or, les prétendants se moquent du mendiant et veulent le chasser de la maison d'Ulysse, qui se trouve être évidemment sa propre maison, puisque le mendiant n'est que Ulysse lui-même. Et à nouveau, on voit ça, c'est-à-dire que Ulysse veut entrer chez lui, mais pour entrer chez lui, pour retrouver Pénélope, il faut qu'il détruise toutes ces instances nuisibles et prédatrices qui l'empêchent d'entrer à lui-même, en fait, d'arriver à lui-même. D'entrer chez lui, ça veut dire d'arriver à lui-même et d'arriver à Pénélope. Et j'en viens donc à Pénélope, et je vais plus trop m'attarder, je ne sais pas combien j'ai de temps. Non, ça va, chacun 5 minutes. En tout cas, oui, avant d'en venir à Pénélope, je voudrais ajouter aussi que le thème du mendiant est aussi un thème tout à fait classique des récits mystiques, puisque il s'agit de devenir mendiant, et je rappelle entre parenthèses que c'est Athéna qui, pour le coup, agit directement et littéralement d'un coup de baguette magique, transforme Ulysse en vieillard, en vieux mendiant. Elle lui donne toutes les apparences d'un vieux mendiant. En tout cas, le thème du mendiant est très important parce que nombre de récits nous racontent comment les rois ont accepté de se faire mendiants pour acquérir la véritable royauté. C'est-à-dire que le mendiant, c'est la figure du dénuement absolu. Et tant qu'on n'a pas atteint ce degré du dénuement intérieur et extérieur, le dénuement dans tous les sens du terme, eh bien, on ne peut justement pas tuer toutes les instances qui sont les prédatrices de l'âme. C'est qu'une fois qu'on a accepté le dénuement, qu'on a assumé le dénuement, qu'on peut évidemment mener le combat final et retrouver sa place en tant que roi. Et là, du coup, on est un roi véritable. Et c'est exactement ce qui arrive à Ulysse. Et donc, il va retrouver Pénélope. Et là, je voudrais juste insister sur l'importance de la figure, des figures féminines dans l'Odyssée et dans les épopées mystiques persanes, justement. Et le parallèle, pour moi, est tout à fait frappant. Pas que dans les épopées persanes, d'ailleurs, puisque vous savez qu'il y a quand même une des grandes héroïnes de la littérature arabe, c'est Scheherazade, qui, entre parenthèses, est une persane, en fait. C'est un nom persan, Scheherazade. Et alors, on a coutume de dire que Scheherazade, en fait, elle raconte des histoires pour sauver sa peau. Et d'ailleurs, c'est vrai, elle raconte des histoires pour que le roi ne la tue pas. Mais quand même, ce qui est en jeu, je rappelle que c'est la fidélité, parce que le roi a été trompé une fois par une femme infidèle, et après cela, il tue toutes les femmes qu'il épouse au bout de la première nuit, en se disant comme ça, je suis sûr que je ne serai pas trompé. Et Scheherazade trompe cette violence du roi, si je puis dire, en lui racontant des histoires. Et Scheherazade a quand même sérieusement maille à partir avec le récit et avec l'aube, puisque comme vous le savez, elle raconte des histoires qui sont toutes des histoires initiatiques, entre autres une grande histoire de marin, qui est Sindbad le marin. Au début, en fait, je pensais faire un parallèle entre les deux histoires, mais ça nous aurait mené trop loin. Donc, elle raconte des histoires pour tenir le roi en haleine, et à chaque fois, la formule canonique, c'est mais l'aube s'est élevée, mais l'aube se leva et Scheherazade se tut. Or, évidemment que le récit cadre de Mille et une nuits ne peut pas se réduire à ça, que si Scheherazade raconte des histoires au roi, c'est pas seulement parce qu'elle ne veut pas mourir et qu'elle veut sauver toutes les autres femmes, c'est évidemment et fondamentalement parce que Scheherazade va initier le roi
à sa propre vérité, puisque les contes des mille et une nuits sont considérés comme des contes initiatiques. La même chose arrivera dans le pavillon des 7 princesses, où 7 princesses successives, en 7 jours, c'est pas en 7 années, mais en 7 jours, initieront le roi, Bahram Megour, qui est une autre grande figure de roi, qui lui-même a d'abord tué le prédateur lion avant de devenir roi. Donc les femmes, successivement, 7 princesses, l'initieront en lui racontant des histoires. Et en lui racontant des histoires tout au long de la nuit jusqu'à l'aube. Comme par hasard. Et or, ce lien entre la nuit, la femme et l'aube, la nuit, la femme, le récit et l'aube, il me semble que, à leur façon, chacune à sa façon, Athéna et Pénélope l'ont. Pénélope parce que, curieusement, elle est très silencieuse dans l'absence d'Ulysse, mais néanmoins elle tisse tout le jour une toile, et vous n'êtes pas sans savoir le lien qu'il y a évidemment, que la métaphore du tissage a très souvent été utilisée pour la narration, justement, et en fait, elle en compte aux prétendants. Elle leur raconte des histoires, là, littéralement, elle leur raconte des histoires dans le sens où elle dit, bon, quand j'aurai fini la toile, je choisirai l'un d'entre vous. Eh bien, elle fait cette toile dans la journée et elle la défait dans la nuit. Donc, elle les défait dans la nuit et à l'aube, évidemment, il n'y a plus de toile, donc il faut toujours remettre la chose sur le métier. Et aussi, Pénélope, toute la nuit, au moment de retrouvailles avec Ulysse, toute la nuit, va écouter, la moitié de la nuit va écouter le récit d'Ulysse, et dans l'autre moitié de la nuit, va lui raconter son histoire. Et ils vont se raconter leurs histoires avec au cœur, d'un côté le récit d'Ulysse, ensuite, nous dit Homère, les plaisirs de l'amour, et après ça, le récit de Pénélope. Donc vous voyez que les récits sont construits autour, justement, de la nuit d'amour. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que, comme vous le savez, comme la nuit n'est pas assez longue pour ça, eh bien, Athéna va faire en sorte que l'aurore aux doigts de rose reste couchée au fond de l'océan. Et nous revenons à la mer. Donc, cette aurore aux doigts de rose, cette aurore au trône d'or, cette aurore qui est évidemment la métaphore de la lumière, qui est l'objet de la quête, de toute quête spirituelle, qui se lève chaque jour sur les 40 jours, d'une manière ou d'une autre. Homère s'arrange pour marquer ce temps des 40 jours par une évocation de l'aurore. Eh bien, cette aurore-là ne se lève pas sur le 41e jour parce que il faut que la nuit dure plus longtemps pour que Ulysse et Pénélope puissent non seulement goûter les plaisirs de l'amour, mais aussi se raconter toute cette histoire qui est si longue à raconter. Et si l'aube venait à se lever, alors Pénélope, comme Scheherazade, serait obligée de se taire. Et j'ajouterais qu'on oublie que Scheherazade, tout en racontant des histoires au roi, lui fait des enfants. Elle ne reste pas totalement chaste et juste en position de narratrice. Elle l'initie aussi à l'amour, donc elle lui fait goûter au plaisir de l'amour, tout en lui racontant des histoires, et pendant tous ces 1001 nuits, elle a le temps, en même temps, de faire un enfant. En tout cas, et on a vu l'action d'Athéna, évidemment, qui est une figure de lumière par opposition à Poséidon, qui est l'ébranleur de la terre et un dieu excessivement ténébreux. Donc on voit vraiment la dialectique de l'ombre et de la lumière se jouer aussi dans les personnes de ces deux dieux, l'un tout à fait contraire à Ulysse et l'autre, au contraire, initiatrice. Et donc les femmes, y compris même Circé et Calypso, qui semblent dans un premier temps retenir Ulysse, l'empêcher d'avancer, mais pourtant l'initient, puisque c'est grâce à Circé qu'il va aller dans l'Empire des Morts, puisque c'est grâce à Calypso qu'il va pouvoir reconstruire un radeau qui le ramènera ensuite, après quelques aventures bien sûr, jusqu'à Ithaque. Donc les femmes retiennent Ulysse ou le sauvent, elles l'initient, elles l'inspirent, elles l'aspirent, pour ainsi dire. Et là aussi, le fait que finalement l'Odyssée d'Ulysse, donc la quête d'Ulysse, se termine dans la fusion amoureuse et dans la nuit de la fusion, eh bien, il me semble que c'est un autre thème ou un autre fil qui permet de tisser cette lecture spirituelle de l'œuvre d'Homère, à savoir que, évidemment, là aussi, on a dans nombre d'épopées persanes des histoires d'amour
qui se termine dans un lit, et qui se termine dans un lit, dans des descriptions sur lesquelles Homère est très pudique, je dirais. Mais en tout cas, en littérature persane, on est un tout petit peu moins pudique, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et on va raconter, au fond, parfois dans des détails, jusqu'au moindre détail, l'acte amoureux qui devient, en fait, une fusion de l'âme avec la vérité, avec la figure de la beauté. Et je ne peux pas imaginer que Pénélope ne soit pas, au fond, cette métaphore de la lumière, de la pureté, de la fidélité, de toutes les vertus menées à leur plus haut point, de toutes ces vertus dont à nouveau Platon, ou en tout cas Socrate, nous indique qu'elles sont liées, c'est-à-dire le bien, le beau, la justice et la vérité sont les facettes d'une seule et même lumière, à laquelle l'âme aspire et qui est au fond l'objet de son désir et l'objet de son long voyage sur cette terre-mère qu'est le monde.